Bonjour. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, diaspora, intervention de Steve Biko, actualité au Burkina Faso, et pour finir, France CFA. Tout de suite, diaspora avec l'intervention de Steve Biko. Là tu parles, là. Qu'est-ce que tu vas dire à ceux qui sont à Paris, qui hésitent de participer à cette mascarade électorale? Mais il n'y a pas lieu d'hésiter. Tu sais toi-même que nous sommes fidèles au mot d'ordre qui a été communiqué. Ces élections-là ne nous concernent pas. Elles ne nous concernent pas parce que les conditions ne sont pas remplies pour aller aux élections. Et les candidats même qui de bonne foi ont cru que Ouattara créerait des conditions idônes pour ces élections-là sont en train de se retirer. C'est la preuve que le citoyen lambda n'a pas assez de ces élections. Avec l'insécurité que nous connaissons à Abidjan, le règne des dozos et des microbes, ces élections ne nous concernent pas. Le combat que nous menons avec les idéaux du président Laurent Gbagbo, c'est pour le droit de notre peuple à s'autodéterminer. Et ce combat-là ne peut pas s'arrêter avec ces élections-là, qu'elles se tiennent ou pas. Donc il faut que tout le monde continue la mobilisation, il faut qu'on reste debout et la victoire nous reviendra inéluctablement. Ok, merci. Mais pourquoi est-ce que votre ancien président Pascal Affi N'Guessan insiste à y aller? Qu'est-ce qui le motive autant? Vous savez, Pascal Affi N'Guessan aujourd'hui, il est dans un rôle d'escorter Ouattara. Il est dans un rôle d'escorter Ouattara et il joue bien ce rôle qui lui a été confié. Il fait croire que si les Ivoiriens veulent que Charles Blé Goudé soit libéré, si les Ivoiriens veulent que le président Laurent Gbagbo soit libéré, ils doivent voter pour lui. Et ce chantage-là, il est honteux parce que Affi a eu tout le temps de prouver qu'il se battait pour libérer le président Laurent Gbagbo. Et il n'a pas été capable de convaincre les Ivoiriens que son combat consistait dans la libération de nos illustres personnalités qui sont aujourd'hui enfermées. Donc c'est naturellement que les militants, non seulement du FPI, mais tous les partisans du président Laurent Gbagbo lui ont retiré sa confiance. Il suffit de voir son dernier meeting à Gagnoa, il n'y avait pratiquement personne. Donc Affi est dans son rôle, celui d'escorter Ouattara, et il n'est pas notre porte-parole, il ne parle pas notre nom. Il sert des dessins qui sont personnels à lui et à sa clique, et donc nous ne nous sommes pas concernés par ce qu'il fait. Ok, donc c'est le message que vous passez aux Parisiens. Le combat continue. Merci. Tout de suite, Burkina Faso. Il y a un triptyque de prédation. Le colonialisme, je mets l'esclavagisme de côté, le néocolonialisme, et l'ultime forme du colonialisme que l'on voit aujourd'hui, qui est le mondialisme, en ce début du XXIe siècle. Dans ces trois phases, la première a connu son terme apparent lorsqu'il y a eu les résistances de nos aînés, dont l'un de nos aînés est présent sur ce plateau, dans les années 60. La deuxième phase, cette résistance au néocolonialisme, a pu émerger lorsque notre grand frère, ainsi que ses compagnons Thomas Isidore Sankara, s'est levé contre justement ce même impérialisme-là. Et cette troisième phase, toujours le centre de gravité, le Burkina Faso, est présente lorsque la population prend ses responsabilités et dit qu'elle ne veut pas accepter le diktat de personnes qui ont été pendant trop longtemps placées par une oligarchie qu'on ne veut pas citer, mais que tout le monde autour de ce plateau connaît. Autour de l'attitude extrêmement courageuse de cette population burkinabé, qui est une population, il faut le rappeler, héroïque, il y a toute une observation géostratégique, géopolitique de haut vol qui va toujours dans la démarche de l'analyse prospective, parce que nos adversaires, les adversaires du continent, ne se cachent pas dans leur capacité à observer, à analyser, à étudier les fondements de notre politique, de notre vie en société, de telle sorte qu'ils sont parfois capables de prévoir nos coups et, s'ils ne les prévoient pas suffisamment à temps, en tout cas de les accompagner une fois qu'ils sont lancés. Le Quai d'Orsay, M. Laurent Fabius, si je ne m'abuse de ça en 2015, c'était en 2013, a tenu un discours à Dakar où il donnait une réflexion sur la société civile en disant que la nouvelle stratégie de la France, qui d'ailleurs s'aligne sur la stratégie des États-Unis, de l'oligarchie américaine, était non plus d'ignorer le cri de cœur des peuples, de ces sociétés civiles, mais au contraire de les accompagner. Qu'est-ce que cela sous-entend au-delà de la diplomatie? Je ne vais pas l'expliquer à mes aînés autour de ce plateau, mais on va essayer de rappeler ça pour les téléspectateurs et téléspectatrices. Cela signifie, en dehors de ce langage, qu'ils ont compris que le centre de gravité du pouvoir dans nos sociétés africaines aujourd'hui se trouve au sein du peuple. Et s'ils ne peuvent pas museler le peuple, il faut qu'ils soient capables d'avoir des hommes de confiance qui seront placés autour de ce peuple-là. Le peuple burkinabé est un peuple incorruptible. Le peuple, dans son essence même, est incorruptible parce qu'il vit en fonction de sa volonté de liberté. Mais les hommes, pris à titre individuel, peuvent être corruptibles, ou peuvent être alignés sur une réflexion exogène qui irait dans les intérêts d'autres, dans lesquels ils pourraient se retrouver.
M. Kafondo est quelqu'un qui fait partie du sillage de M. Compaoré, historiquement parlant. Il ne faut pas qu'on oublie ces éléments factuels. C'est quelqu'un qui, même s'il a compris, mieux vaut tard que jamais, diront les anciens, qu'il est nécessaire de rediriger la réflexion, de rediriger le combat vers quelque chose qui ira dans le sens peut-être de l'avancée de sa population, parce qu'on n'est pas là pour donner des bons points de qui aime, qui n'aime pas son peuple, c'est absolument pas le débat. Chacun pense pouvoir bien faire. Mais c'est un homme de confiance de l'oligarchie occidentale depuis longtemps. Quand il remercie la communauté internationale, il remercie fondamentalement ceux qui, dans leur démarche d'analyse prospective qui a été effectuée il y a quelques années, ont compris qu'il fallait soutenir plus que jamais les populations, non pas pour des intérêts sains. Le monde diplomatique, que je cite de manière exceptionnelle cette fois-ci, mais bien qu'on ne les apprécie pas, parlait de ce qu'on appelle l'impérialisme de la vertu. D'où l'éternelle redondance de certains panélistes sur ce plateau qui estiment que la population est manipulée. Moi, c'est révolte, entre guillemets. Moi, je précise bien que je ne fais pas partie de ceux qui pensent que la population est manipulée. Je dis, le peuple ne peut pas être manipulé. Le peuple est incorruptible. Mais les vigiles qui peuvent être mis autour de ce peuple-là le sont. La preuve en est, et elle est très simple. Quand M. Kafondo va à l'ambassade de France, il n'y a rien d'illogique dans sa réflexion. Il y va parce qu'il sait que ce sont ses plus grands soutiens durant cette période de transition. Les gens ne le savent pas parce qu'on est peut-être dans une analyse binaire où on pense que parce que le colonialiste ne veut pas notre indépendance, le colonialiste ne va pas soutenir nos démarches de résistance dans la rue. Mais le colonialiste, au contraire, veut essayer d'encadrer cette rue-là. Et je vais donner une dernière petite illustration qui nous permet de retomber sur nos pieds par rapport à ce propos-là. Voilà. Il y avait une marche dans les années 60 aux États-Unis à Washington, qui a été appelée la marche de Washington, durant laquelle Luther King a prononcé son rêve extraordinaire qui était I have a dream. Cette marche à la base venait du peuple, de la genèse. Le peuple était en colère. Le peuple voulait dresser un certain nombre de constats vis-à-vis d'une administration qui ne les écoutait pas. Le peuple n'est pas corruptible. Mais lorsque l'oligarchie américaine a compris le risque de danger réel qu'il y avait vis-à-vis de ce peuple, l'oligarchie s'est dépêchée de trouver à gauche à droite des gens qui allaient être nommés officiellement les porte-paroles de cette démarche-là. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui si on va avoir une logique d'analyse précise. Le peuple n'est pas corruptible. Les gens même du ballet citoyen, je sais que certains ne vont pas être d'accord avec ça, mais je pense profondément pour en connaître certains que ce sont des gens qui veulent véritablement l'indépendance de leur peuple. Mais autour, il y a des personnes qui sont alliées fondamentalement auprès des États-Unis, auprès de la France, et qui ont des intérêts précis sur ce terrain-là. Et c'est pas quelque chose de surprenant que de dénoncer. Et pour finir, franc CFA. Non, lorsque nous disons aujourd'hui que le franc CFA est l'un des problèmes cruciaux à l'émancipation des peuples africains, c'est pas une vue d'esprit. C'est un regard critique de plus de 45 ans d'existence réelle du franc CFA en Afrique. Et lorsque nous regardons, on fait un petit bilan. La Tunisie, le Maroc accèdent à l'indépendance presque au même moment que le Cameroun, le Gabon ou la Côte d'Ivoire. Mais quand on regarde ces pays, on a l'impression que le Maroc, la Tunisie sont indépendants depuis au moins 3 siècles. Oh, c'est pas vrai. Pourquoi? C'est parce que le Maroc et la Tunisie ont leur monnaie. Le Cameroun, le Gabon, la Côte d'Ivoire n'en ont pas du tout. Le franc CFA n'est pas une monnaie, c'est une mise tutelle financière. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Quand on parle de bonne gestion, en Amérique latine, l'Argentine a eu de sérieux problèmes, de mauvaise gestion, et cela, comme disait mes frères tantôt, quand on gère mal, ayant sa propre monnaie, la facture se paye cash. Et on peut facilement rectifier. C'est ce qui a été observé en Argentine et au Chili il y a quelques années. C'est pas les affaires des années 60, je dis il y a quelques années. Or, nous ici, quand on gère mal, alors, comme donc on n'a pas un indice sérieux d'évaluation de notre gestion, alors on plonge. Comme cela est le cas. Nous ne disons pas ceci, que nous ne sommes pas en train d'absoudre un certain nombre de dirigeants africains qui... Oui, c'est justement de ça que... C'est justement ça que je suis en train de dire. Quand on voit les gens vivre tous les jours,
C'est ça que je suis en train de dire, mon frère. C'est pas mieux que le CFA. Oui, oui, permettez s'il vous plaît. Je vous en prie. Oui, voilà. Donc, quand on n'est pas en train de dire que la mauvaise gestion d'un certain nombre de dirigeants africains n'est pas un problème. C'est pas tout de ça que nous sommes en train de dire. Or, ces dirigeants africains même qui gèrent mal, pour ceux qui veulent absoudre la France, faisons quand même un regard, c'est encore frais dans nos mémoires historiques. C'est quand même la France qui a mis un bon nombre de ces dirigeants, ou tout au moins, comme pour utiliser une expression d'un écrivain africain très connu, au Mongo Betty, qui les appelle ces roitelets là. C'est quand même elle qui a mis ces roitelets. Et ce sont ces roitelets marchent selon l'agenda du Quai d'Orsay. Ça, c'est des faits historiques bien connus. On ne les invente pas du tout. Donc, ces dirigeants qui font dans la mauvaise gouvernance sont en réalité des roitelets qui sont instrumentalisés par le Quai d'Orsay. Ça, on ne peut pas le nier, c'est des faits. Si aujourd'hui, on n'a même pas la démocratie, les qui ont pris pour la démocratie, ce ne sont pas les peuples africains. La démocratie fait plus mal à l'oligarchie occidentale. Parce que l'Afrique va avoir des patrons qui seront élus par des élections régulières. Et si donc on laisse les Africains avoir droit à la parole et élire leurs propres dirigeants qui répondent à leurs actes, devant leur propre population, alors là, ça veut dire que les multinationales ne pourront plus piller les peuples africains. C'est ça aussi la vérité. Quand on regarde par exemple le Mali, il y a quelque temps, qui a eu un coup d'État à moins de 3 mois d'élection, et puis ce Mali a sombré, c'est parce qu'effectivement on s'est rendu compte que des élections libres dans un tel pays commençaient de plus en plus à rendre difficile la même mise, par exemple, des régions de la France-Afrique. C'est la même chose qui a été au Burkina Faso qu'on essaie un peu de rattraper aujourd'hui. Quand par exemple nous parlons un peu de Mugabe, non, Mugabe a contribué à la libération d'au moins 4 peuples en Afrique. Ça, c'est pas une petite histoire. Mugabe a fait libérer le Zimbabwe à la fois du colonialisme et du racisme. Ça, ce n'est pas petit. Mugabe a fait libérer également le Mozambique. Ce n'est pas petit. Mugabe a été de ceux qui ont fait tomber le racisme anti-noir, qu'on appelle très pudiquement l'apartheid. Il est de ceux-là qui ont contribué. On ne peut pas cracher dessus. Pour le payer, il faut payer son peuple. Là. Si donc, non. Alors, quand on va me regarder au fond, on dit Mugabe aujourd'hui tue son propre peuple. En échange, il doit tuer son peuple, je pense. Aujourd'hui, on le dit. Certains médias osent le dire. Or, ces médias ne disent pas que ceci que avant 1999, ils avaient Mugabe, le Zimbabwe avait le taux de scolarisation le plus élevé en Afrique. Ils ne le disent pas. Mais quand ils ont demandé à Mugabe d'aller se soumettre au plan d'ajustement structurel, c'est là au moment que le Zimbabwe a eu des problèmes. Et quand maintenant Mugabe revient à des meilleurs sentiments, c'est-à-dire à la politique originelle, alors là, on se met à répandre des calomnies à travers le monde. C'est comme on disait Malcolm X, je suis de Madame Mandela. Oui. Comme disait Malcolm X dans le pouvoir noir, il disait, il faut se méfier des médias de l'ennemi. Le média de l'ennemi peut te faire tuer ta propre maman en disant que celle-là, c'est le démon. Et c'est effectivement ce que les Africains sont intoxiqués par des médias de l'ennemi. Et il faut donc, pire encore pour une bonne partie de l'intelligence africaine. Donc pour notre France CFA, nous pouvons dès aujourd'hui battre monnaie. On a de la matière intellectuelle. Il y a des Africains qui ont appris de l'économie. Il suffit de leur faire un start de recyclage quelque part dans les différents pays africains qui ont déjà de la monnaie, qui battent la monnaie. Il suffit de construire des infrastructures pour battre monnaie à ce moment. Et il suffit maintenant, aujourd'hui, de commencer maintenant là à poser des bases d'une économie endogène et qui ne soit plus une économie extravertie, afin qu'effectivement cette monnaie-là puisse effectivement accompagner et stimuler notre développement économique. Donc, comme disaient mes frères qui m'ont précédé tout à l'heure, il y a de la matière, on peut le faire dès maintenant là. On ne fait pas de la science-fiction, on ne fait pas les vrais problèmes. Merci, Citoyen TV, monsieur. la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté les brèves.